Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous enregistrons en direct de l'Indre et nous sommes le samedi 15 novembre 2025, épisode 487. Au programme aujourd'hui, une vulnérabilité confirmée dans les processeurs AMD Zen 5 affectant l'instruction RD-SID et compromettant la génération d'entropie. Une mise à jour majeure publiée par la CISA, le FBI et leurs partenaires concernant les activités du groupe Akira. L'exploitation active d'un Path Traversal sur Fortinet FortiWeb permettant l'exécution de commandes administratives. Une campagne à grande échelle ayant créé des milliers de faux sites de réservation pour cibler des voyageurs en Russie. Une nouvelle chaîne d'infection multiscript utilisée pour déployer le stealer Formbook. Et la confirmation par l'entreprise Logitech d'une exfiltration de données liée à l'exploitation d'un Zero Day qui a été faite par le groupe Clop. AMD a confirmé une vulnérabilité dans les processeurs Zen 5 qui touche directement la génération de nombres aléatoires matériels. Le bulletin AMD SB 7055, référencé sous la CVE 2025-62626, décrit un défaut dans l'instruction RD-SID et sur les Zen 5, les variantes 16 et 32 bits peuvent renvoyer la valeur 0 beaucoup plus souvent qu'elle ne le permettrait une source d'entropie correcte, tout en indiquant un succès via le drapeau CFA1. La variante 64 bits n'est pas concernée. Comme RD-SID sert à alimenter les générateurs de nombres aléatoires de chiffrement robustes, cette anomalie réduit fortement l'entropie des valeurs produites. Des clés, nonces ou des jetons dérivés de ces sorties peuvent être partiellement voire fortement prédictibles. L'impact annoncé est une perte de confidentialité et d'intégrité avec un score CVSS autour de 7.2 et le scénario typique implique un attaquant disposant d'une exécution locale, notamment dans des environnements multitenantes ou des infrastructures manipulant des clés à forte valeur. Alors ce problème a été mis en évidence par un ingénieur de Meta sur la mailing list du Linux en observant une fréquence anormale de 0 renvoyée par RD-SID sur du matériel Zen 5. On en avait déjà un petit peu parlé au niveau de Radio CSERT, mais là j'ai trouvé l'article sur Linux Magazine, Linux Journal version US, et en réaction, il faut savoir que certains noyaux Linux ont choisi de désactiver RD-SID. Ça, c'est quelque chose de nouveau sur cette génération de processeurs et de s'appuyer exclusivement sur le RNG du système. AMD, bien entendu, a déployé des correctifs via des mises à jour de microcode AGESA, déjà disponibles pour plusieurs EPYC 9005 côté serveur, et annoncé pour les gammes Ryzen 9000, Ryzen AI Max 300, les Threadripper 9000 et les Ryzen Z2 à partir de fin novembre 2025. Avec une couverture beaucoup plus large attendue d'ici janvier 2026. Cette vulnérabilité s'inscrit dans une tendance plus large où les mécanismes matériels de hasard ou de spéculation CPU deviennent des éléments à part entière dans le modèle de la menace. C'est nouveau, c'est un peu velu, mais quand on comprend que si on cible un serveur avec ce type de processeur, toutes les clés qui ont été générées, tous les certificats qui ont été générés, il y a moyen de compromettre le... Non, on le fume le truc. Et c'est hyper simple. Il y a quelques POC qui existent, qui sont disponibles. Je vous laisserai les chercher, je ne vous mets pas les liens. Mais... Les autorités américaines et plusieurs partenaires internationaux publient une mise à jour critique de leur avis conjoint sur la menace Akira. Ce document a été diffusé par la CISA, le FBI, le Department of Defense Cybercrime Center, le Department of Health and Human Services, ainsi que par plusieurs agences étrangères. L'objectif est de fournir une vision actualisée des méthodes employées par le groupe Akira. C'est un acteur qui cible principalement les petites et les moyennes entreprises, mais qui a également mené des opérations contre de grandes organisations dans de nombreux secteurs, parmi lesquels l'industrie, l'éducation, l'IT, la santé, la finance ou encore l'agroalimentaire. L'avis détaille de nouveaux indicateurs de compromission, les fameux IOC, ainsi que des tactiques techniques et des procédures qui permettent d'identifier l'activité d'Akira dans vos fichiers. Ces informations complètent les précédentes analyses publiées dans le cadre de l'initiative Stop Ransomware, destinée à fournir aux défenseurs des réseaux une visibilité opérationnelle sur les variantes de ransomware et les groupes qui les exploitent. C'est vraiment la Bible à lire. Si vous faites de la réponse à incident ou si vous cherchez ce qu'on appelle du threat hunting, des signaux faibles, vous voulez savoir ce qui est en train de se passer sur vos systèmes, grâce à ces IOC et à ces TTPs, vous allez avoir un niveau de maturité qui est assez fort. Et les déclarations officielles rappellent l'impact concret d'Akira sur les infrastructures critiques. Pour la CISA, l'agence américaine,
Le ransomware représente une menace persistante, nécessitant une réaction rapide des organisations afin de limiter l'exposition. Le FBI, de son côté, insiste sur les conséquences humaines et économiques des compromissions et sur la nécessité de remonter les intrusions pour permettre aux enquêteurs d'entraver les opérations du groupe. Cette mise à jour intègre de nouveaux éléments techniques visant à améliorer la détection et l'analyse des intrusions attribuées à Akira. Elle s'inscrit dans un effort continu de partage d'informations entre agences fédérales, partenaires internationaux et opérateurs d'infrastructures critiques afin de renforcer la compréhension de la menace et d'alimenter les capacités de défense des organisations exposées. En France, vous avez par exemple l'OFAC, vous avez le CSIRT PJ qui travaille sur ce type de choses. Donc on n'a pas à rougir devant les Américains. C'est mon côté franchouillard. Alors je reviens sur l'alerte qui a été posée hier sur Fortinet. La CISA a signalé l'exploitation active et l'a confirmé à travers son site web de la vulnérabilité récemment dévoilée dans les firewalls applicatifs Fortinet FortiWeb. Alors elle est identifiée sous la CVE 2025-64446. On est toujours sur une vulnérabilité de traversée de chemin relatif permettant à un attaquant non identifié d'exécuter des commandes administratives via des requêtes HTTP ou HTTPS spécialement construites. Bon, concrètement, ce qu'il peut faire, c'est créer des comptes. Là, je vais être un peu plus précis. Bien entendu, le défaut concerne plusieurs branches de FortiWeb, couvrant les séries 7, 7.2, 7.4, 7.6 et 8.0. Fortinet a publié des mises à jour correctives pour chaque branche concernée, et la mise à jour vers les versions corrigées constitue la seule rémédiation complète. Je la refais quand même. La mise à niveau vers les versions corrigées constitue la seule rémédiation complète. Alors, j'en avais déjà parlé, le fait de devoir, si on ne peut pas appliquer les correctifs, désactiver le HTTP ou le HTTPS sur les interfaces exposées sur Internet, une mesure qui limite l'exposition mais qui ne corrige pas la vulnérabilité et je vais re-signer, l'incompétent qui gère votre Fortinet. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien de la CISA. Il y a des choses intéressantes. Ça complète ce que dit le bulletin de Fortinet. Et il faut voir que là, vous avez des avis différents avec des expertises qui vont dans le même sens. On applique le patch. Une campagne de phishing à grande échelle attribuée à un acteur russophone cible depuis le début de l'année le secteur de l'hôtellerie et les clients ayant des réservations en ligne. Selon Netcraft, plus de 4300 domaines ont été enregistrés pour imiter les grandes plateformes de réservation. Parmi elles, plusieurs centaines reprennent les marques de Booking, Expedia, Agoda ou Airbnb, afin de piéger les voyageurs via des emails de confirmation frauduleux. Ce kit de phishing utilisé adapte automatiquement l'apparence des pages en fonction d'un identifiant unique présent dans l'URL lors de la première visite. Les sites imitent précisément les visuels des plateformes ciblées et affichent de fausses pages de confirmation ou de vérification par carte bancaire. La victime est redirigée à travers plusieurs domaines vers une page demandant le paiement d'un acompte. Il faut savoir que ce kit prend en charge 43 langues, ce qui permet au groupe d'opérer à une large échelle. Un faux captcha imitant Cloudflare est utilisé pour renforcer la crédibilité. Lors de la saisie des données de carte, une transaction est simulée en arrière-plan, tandis qu'une fenêtre de support guide la victime à travers un prétendu contrôle 3D Secure, et le groupe reste non attribué, mais des commentaires en russe dans le code suggèrent que ce soit une origine russophone, soit une volonté de cibler des clients cherchant à personnaliser le kit. Cette campagne présente des similitudes vers une autre opération décrite récemment par Sequoia, qui visait les hôtels via des pages de type ClickFix et des malwares tels que PureRat. Certains indicateurs de compromission se recoupent et Netcraft considère qu'il s'agit probablement de la même activité. En parallèle, nous avons d'autres vagues de phishing à grande échelle qui ont touché l'Europe centrale et de l'Est en usurpant des marques telles que Microsoft, Adobe ou DHL. Elles utilisent des pièces jointes HTML permettant de voler des identifiants et des données sensibles via des bots Telegram. Les techniques observées montrent une industrialisation croissante du phishing, facilitée par des kits automatisés capables de gérer la collecte des données, la personnalisation des pages et l'exfiltration en continu. Une campagne récente illustre l'usage toujours très efficace de chaînes d'infection multi-étapes pour contourner les contrôles de sécurité et déployer le voleur d'informations Formbook. L'attaque commence par un simple email contenant une archive zip, mais se poursuit à travers une succession de scripts offusqués conçus pour masquer leur comportement réel. L'archive va renfermer un script VBS dont l'apparence est anodine, mais qui implémente plusieurs niveaux d'obfuscation. Il démarre par une temporisation de 9 secondes, fondée sur une manipulation de date plutôt qu'un appel sleep classique, afin d'échapper aux détections heuristiques. Le VBS
va reconstruire ensuite une commande PowerShell en assemblant des fragments de chaîne. C'est juste une dinguerie. Quand vous étudiez techniquement, moi, à chaque fois, j'ai les poils qui se redressent, quoi. Alors, si je reprends le truc, c'est y compris dans le mot PowerShell générant valeur ASCII calculée, et une fois assemblée, la commande va être exécutée via un nouvel interpréteur PowerShell lancé dans un objet shell.application. Cette couche PowerShell est elle-même fortement obfusquée. Il y a deux fonctions principales. Il y a la microcoulombe et la bloc Bogbasta envers 65 qui vont extraire sélectivement des caractères de chaîne encodés pour reconstituer le code malveillant, puis l'exécuter via un invoke expression, et l'analyse montre que ces routines reconstruisent notamment un objet .NET permettant les téléchargements distants. Mais ça a un niveau de dingue, quoi. Et le script, il va récupérer alors la charge suivante depuis un lien Google Drive ou l'enregistrer dans App Data, où elle est décodée puis exécutée. Cette étape va déclencher un processus msiexec.exe dans lequel un exécutable malveillant est injecté. Le binaire final, identifié comme une variante de formbook, est chargé de collecter les identifiants, tout ce qui est keylogging, le frappe de clavier, les captures d'écran. Il va communiquer ensuite avec un serveur de command and control qui se situe à l'adresse 216.250.252.227 sur le port 7719. Donc si vous avez accès à votre SIEM, vous faites des recherches vers cette adresse IP sur le port 7719. L'ensemble de la chaîne VBS, PowerShell et binaire, repose systématiquement sur de l'obfuscation, de l'encodage et l'utilisation de composants légitimes du système pour réduire les signaux visibles. Cette opération rappelle que l'analyse des menaces doit dépasser le simple binaire final. Les scripts intermédiaires constituent aujourd'hui une part essentielle du cycle d'infection. Logitech confirme avoir été victime d'une violation de données à la suite d'une attaque d'extorsion revendiquée par le groupe Clop. L'entreprise, acteur majeur des périphériques et solutions logicielles, indique dans un formulaire 8K déposé auprès de la SEC, c'est le gendarme de la bourse américaine, qu'un incident de cybersécurité a conduit à l'exfiltration de données sans impact sur ses produits, ses opérations métiers, ni sa capacité de production. L'enquête a été menée avec l'appui de cabinets de cybersécurité externes et selon Logitech, les données compromises concerneraient principalement des informations partielles sur des employés, des consommateurs, des clients. Alors je voudrais savoir ce que c'est la différence entre consommateurs et clients. Je pense plutôt que c'est les fournisseurs. Et la société estime que des éléments sensibles comme les numéros de carte bancaire ou les documents d'identité n'étaient pas stockés dans les systèmes touchés et donc n'ont pas été exposés. Le point d'entrée aurait été une vulnérabilité 0D affectant un prestataire tiers corrigé dès qu'un correctif a été disponible. Cette communication intervient après que le groupe Clop a ajouté Logitech à son site d'extorsion et affirmant détenir plus de 1,8 teraoctets de données dérobées. Le contexte renvoie à une campagne plus large observée en 2025 contre Oracle e-Business Suite, reposant sur une vulnérabilité 0D, suivie par la CVE 2025 61882 pour rappel. Et si on se souvient un peu plus, il y a plusieurs organisations dont le Harvard, l'université, Envoy Air, le Washington Post qui avaient été mentionnés parmi les victimes de Clop, mais ils ont une stratégie qui est désormais récurrente. Ils exploitent des 0D dans des plateformes largement déployées, ils font de l'exfiltration massive de données, puis après, ils vont mettre en place une pression financière via la menace de divulgation publique. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT. J'ai reçu quelques messages. Je vais y répondre. Pour les plus timides, vous pouvez m'envoyer un email. J'en reçois aussi des SMS. D'ici là, j'espère que je vais pouvoir faire la newsletter ce soir. Mais je ne vous cache pas, j'ai un week-end à raclette. C'est-à-dire que j'ai eu une super promotion. J'ai acheté 2 kilos de fromage. On est deux, hein. Et on va démonter le truc. Et lundi, j'ai quand même raclette partie avec tous les auditeurs qui ont été invités. C'est un week-end raclette. Comme on dit, je vais voir si je peux faire un DDoS avec du fromage à raclette sur les artères. Faut vraiment que j'arrête d'être comme ça, il faut que je sois plus sérieux. On se retrouve demain ou tout à l'heure pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez-en, mettez-vous, si vous avez la possibilité de vous mettre au coin du feu, une bonne raclette, une bonne bouteille de champagne, ça va le faire. Au revoir.